Alors, on commence. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, Abla Machoudi de l'HK Maroc et je vais m'occuper de la modération de ce webinaire qui a été organisé en collaboration avec Axialize. Nous allons parler aujourd'hui de comment tirer parti de la data science et du machine learning pour améliorer les prévisions de stock. D'ici quelques instants, nous allons passer à l'intervention de nos experts. Nous passerons ensuite à une session de questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser une question ou faire part d'un commentaire, le chat est à votre disposition et je lirai vos questions à voix haute à la fin de l'intervention. Je laisse la parole à nos experts. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire. Je suis ravie de vous accueillir. Euh, c'est un réel plaisir de constater qu'on est plusieurs personnes rassemblées autour d'un même thème. Euh, j'ai reçu avant le démarrage du webinaire la liste des personnes qui sont inscrites et je constate que parmi nous, il y a des représentants d'entreprises de différents secteurs, des responsables académiques issus de différents établissements et même des étudiants et des doctorants. Donc, mes remerciements à vous et aussi mes remerciements vont à l'équipe de l'AHK, d'abord pour cette belle opportunité et aussi pour nous avoir permis de nous adresser à une audience aussi diversifiée. Donc, en fait, cette session, c'est une occasion pour nous de partager avec vous notre humble expérience et nos connaissances par rapport à l'application de la data science et du machine learning dans l'optimisation des prévisions de stock. Cela passera forcément par une première étape de vulgarisation et de stabilisation des concepts de base, suivie de discussions plus approfondies en passant par des études de cas pratiques. Euh, Nous comptons en tout cas vous impliquer activement et vous faire participer pour enrichir la discussion. Néanmoins, avant de plonger dans le vif du sujet, j'ouvre une petite parenthèse pour me présenter à vous et ensuite céder la parole à mes deux collègues. Donc, moi, je suis Myriam Leiboubi. Je suis consultante passionnée par le domaine de la supply chain et la transformation digitale. J'ai travaillé pendant 10 bonnes années dans les bureaux d'Axialize en Belgique et en Allemagne avant d'avoir l'opportunité, il y a exactement un an, de concrétiser un projet qui me tenait particulièrement à cœur, celui de lancer Axialize dans la région de MENA et plus particulièrement au Maroc. Donc, c'est une filiale du groupe dans laquelle je suis directrice associée. J'ai également une deuxième casquette professionnelle. Je suis enseignante chercheur à l'Université du littoral Côte d'Opale à Dunkerque, où j'enseigne des matières qui sont liées à la supply chain et à la mise en place des systèmes d'information. Donc voilà pour ma part, je cède la parole à ma collègue Iman. Merci Myriam et bonjour tout le monde. C'est un écho? Bon, ça va. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Iman Boujiden, je suis consultante chez Axialize depuis 2020. Au cours de ma carrière relativement internationale, j'ai eu le privilège d'accompagner de nombreux clients sur des projets et des problématiques variées liées à la supply chain, avec un accent particulier sur les prévisions et le demand planning. À toi Luc peut-être? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Luc-Pierre Mas et j'ai la chance d'être l'heureux collègue de ces deux excellentes et brillantes jeunes femmes. Je suis aussi un des fondateurs de Actualize que Myriam va vous présenter dans quelques secondes. Et j'ai pas mal d'heures de vol. Je pense que ça se voit peut-être un peu, mais j'ai pas mal d'heures de vol. Donc, j'ai été diplômé de la faculté des sciences appliquées de l'Université de Liège au début, puis j'ai travaillé quasi toujours en lien avec soit la supply chain, soit le retail ou le consumer goods. Mais Myriam, si tu nous en disais un peu plus de toi en définissant par ce que tu aimes ou quelles sont tes passions. C'est la partie ice-break, on va dire, de la présentation. Mis à part le travail, moi, je suis quelqu'un qui a la bougeotte, me disent-ils. Je suis toujours partante pour des activités outdoor, escalade des montagnes, essayer de nouveaux sports, combien même ma condition physique ne suit pas toujours. Donc ça, c'est pour la petite blague.
Et toi, Iman, qu'est-ce qui te botte dans la vie à part travailler? Ah bon, moi c'est le contraire. Moi, ce que j'adore faire, et je le fais sans me lasser, c'est rien. C'est me reposer, c'est regarder la télé. Comme toi, Luc, notre leader workaholic. Oui, bah, moi, j'aime beaucoup le sport et en particulier le vélo, même si parfois ça fait quand même un peu mal. Super, super. Ça va. Donc, je pense c'est une manière à nous de nous présenter et de euh, casser un petit peu la glace. Euh, puis maintenant, vous devez vous demander, OK, super, mais qui est Axialize? Donc, c'est le moment de vous présenter brièvement, j'espère, comment, qui est Axialize, de quel horizon elle vient. Donc, c'est une société qui a été établie en 2005 par quatre anciens partenaires d'Accenture qui étaient tous les quatre animés par une vision commune, celle d'accompagner les entreprises sur des problématiques liées à la supply chain selon des standards des grandes cabinets de conseil, tout en préservant l'agilité et la proximité qu'offrait une PME. Et cette vision, elle a été concrétisée à travers l'ouverture d'un bureau en Belgique qui, à l'époque, avait connu une dynamique de croissance très soutenue. 3 ans plus tard, on avait décroché un projet avec un client majeur en Chine, Samsonite pour ne pas les citer, et on avait ouvert de manière pécuniaire, pour des raisons, je dirais-je, stratégiques et aussi opportunistes, un bureau de représentation à Hong Kong et qui nous permettait en fait d'avoir la réactivité nécessaire vis-à-vis de ce client-là. Ensuite, on avait recentré nos activités de croissance vers l'Europe et c'est ainsi qu'on avait ouvert un deuxième bureau, cette fois-ci en Allemagne, à Krefeld, en 2011. Puis 2016, elle a été marquée par la genèse de notre deuxième pilier d'activité. Donc, le premier pilier d'activité, c'était le consulting dans le domaine de la supply chain. Le deuxième pilier d'activité, il tendait à supporter les entreprises sur la mise en place de ce qu'on appelle les enablers de la transformation digitale. Euh, on est d'ailleurs intégrateur de la solution ERP Open Bravo, mais nous sommes solution agnostic, c'est-à-dire nous accompagnons les entreprises durant les processus de RFP pour la solution de différents systèmes de gestion indépendamment de quelle solution on parle. Ça pourrait être des ERP, WMS, PIM, et assez souvent, on intervient par la suite en tant que PMO pour la mise en place de la solution choisie et retenue par le client. Donc, ça, c'était en 2016. 2020, je veux dire, on a compris qu'il y avait un tournant stratégique à ne pas rater, le tournant de la data science, qui s'est vite transformé en un axe de croissance pour la boîte. Donc, 4 ans plus tard, on a réussi à cristalliser tout notre know-how dans le domaine du demand forecasting, en tout cas, dans une solution robuste, à la pointe de la technologie et surtout accessible à toutes les entreprises. Et cette solution, elle s'appelle le Fast for You. On va voir en fin de réunion s'il nous reste un peu de temps pour vous la présenter brièvement. D'accord? 2023, c'est l'année où nous avions enfin réussi à lancer notre filiale au Maroc. J'utilise le terme enfin parce qu'on avait déjà envisagé une première tentative vers les fin 2019. Mais comme vous pouvez imaginer, le timing n'était pas idéal étant donné que c'était à l'aube de la pandémie du Covid-19. Néanmoins, étant tous au sein d'Axialize convaincus du potentiel offert par le Maroc de par sa position géographique, son vivier de compétences et sa proximité culturelle, on avait persisté. Et du coup, nous avons aujourd'hui un bureau et des collaborateurs qui sont basés à Rabat et qui travaillent en parfaite synergie avec nos équipes en Belgique et en Allemagne. Voilà, voilà pour la petite histoire de la boîte. Donc, pour synthétiser, Axialize, c'est un cabinet de conseil
spécialisée dans le domaine de la supply chain. Donc, la supply, c'est notre ADN. On a trois branches. Donc, une branche spéciale business consulting, une branche transformation digitale, et puis une troisième branche qui est la plus récente, c'est celle de la data science. D'accord? La question qui se pose ensuite, c'est qui sont nos clients, avec qui nous travaillons? Donc, je laisse ce slide répondre directement à cette question. On a eu l'opportunité d'accompagner des clients dans différents secteurs, beaucoup dans la grande distribution, beaucoup en pharma, mais pas que. Je pense aussi qu'il y a pas mal de logos qui sont connus par le grand public comme IKEA, Carrefour, H&M, DHL ou encore Marjan Holding ici au Maroc. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir collaboré avec toutes ces enseignes qui nous ont accordé leur confiance. Et je note aussi que leur niveau d'exigence nous a toujours poussé à maintenir nos connaissances à jour et à renforcer notre engagement vers l'excellence. Donc avec ça, je pense qu'on a fini l'introduction. Sans plus tarder, je laisse Imen faire l'inauguration du sujet et passer à la partie de vulgarisation. Merci Mariam. Donc, le défi de l'optimisation de stock. Avant qu'on attaque le cœur du sujet, on va un peu couvrir brièvement les basics, les concepts fondamentaux de la gestion de stock. Donc, comme on le sait tous, la rentabilité des entreprises repose en partie ou en grande partie sur une gestion optimisée de stock. Pourquoi? Parce que cette optimisation permet à trouver un équilibre entre la satisfaction de la demande, ce que le client a acheté, et limitation des stocks excédentaires, le surstockage et bien sûr l'efficacité financière. Par contre, les entreprises rencontrent beaucoup de challenges à garantir cet équilibre, la stock-demande. Comme on le voit dans cette illustration, soit on a une demande qui dépasse le stock, l'éléphant et la souris, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas capable de répondre à la demande de nos clients. On perd en vente, on perd en chiffre d'affaires, ça touche négativement à notre image de marque et à notre crédibilité vis-à-vis du client. Encore plus, on panique et on commence à chercher des solutions de dépannage qui nous coûtent encore plus d'argent. L'autre côté, l'autre challenge, c'est le stock qui dépasse la demande. On a une grande quantité de stock, mais qui n'est pas forcément demandé par le client. Ça peut être une réponse naïve à dire, bah, ça répond à la rupture, on n'aura pas de rupture. Mais ce n'est pas vrai, parce que qui dit stockage dit un coût. On a besoin de déposer la marchandise dans un dépôt, on a besoin des ressources pour la gérer. Non seulement ça, une marchandise qui n'est pas vendue, elle risque l'obsolescence, la dépréciation et l'expiration. Encore plus, ça va à l'encontre de notre engagement vers notre environnement, qui est le gaspillage, et donc ça diminue notre durabilité. Encore plus, c'est un capital qui est bloqué et qui peut être utilisé autrement dans une activité plus rentable. Donc la question qui se pose toujours, comment on équilibre entre le stock et la demande? Il faut savoir que le stock, la quantité de stock, du moment qu'il est calculé sur la base de la demande future, elle est bonne. Mais il y a des manières et des méthodes pour la bien calculer. On passe au slide suivant, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc, le stock, il faut savoir qu'il est composé de deux éléments. La quantité qu'on calcule de stock est composée de deux éléments connus, qu'on le connaisse tous. C'est le stock de roulement et le stock de sécurité. Comment on améliore le calcul de stock de roulement? C'est en améliorant la qualité de la prévision. Le plus notre prévision est précise, le plus juste est notre quantité de stock de roulement qui va répondre à la demande de demain. Demain, je vais vendre 3000, je dois avoir aujourd'hui 3000 dans mon stock. Le stock de sécurité, comment on l'optimise ou comment on l'améliore? Il y a des étapes. De un, en premier, c'est quoi la définition? Le stock de sécurité, il est là pour répondre à la demande qu'on ne peut pas prévoir, imprévisible, inconnue. Et donc, comme toute prévision, météo demande, quelle que soit la prévision, il y a une marge d'erreur. Cette erreur-là, du moment qu'elle est connue, on peut la traduire en stock de sécurité. C'est encore mieux,
on la minimise parce qu'on la connaît a priori, pas a posteriori parce que ça va être trop tard. On peut aller encore au-delà dans le calcul de sécurité et inclure une marge de défaillance de fournisseur pour faire face à un retard de livraison ou une livraison non complète. Avec ces deux éléments-là, on a deux quantités de stock qui sont cohérentes par rapport à la demande, qu'il faut maintenant combiner et générer une commande qu'on va passer auprès de fournisseur qui va devenir demain notre stock. Alors, la combinaison de la commande se fait par la génération d'une commande, d'une quantité économique optimisée, en prenant en compte non seulement le besoin et non seulement les prix, mais aussi les coûts de stockage et d'autres coûts administratifs engendrés par cette commande. On peut aller au-delà et distribuer la quantité de notre commande sur les produits en priorisant des produits qui ont plus de marge, qui font plus de chiffre d'affaires, et ça en appliquant ce qu'on appelle le taux de service cible par produit. Ce sont encore des formules mathématiques connues, assez mécaniques. On peut encore, et chose qui se fait aussi, c'est appliquer le reorder point ou le point de recommande, ce qui nous permet de dire quand est-ce qu'il faut commander. Pour ne pas commander tôt et ne pas commander trop tard non plus, qui sont très connus, mais peu maîtrisés quand même. D'après Gartner, en maîtrisant la prévision de la demande et la prévision notre approvisionnement, on gagne on gagne en performance, on gagne en réduction de coûts de stockage par 17%, on gagne en augmentation de vente et en satisfaction de clients, et aussi on gagne en optimisant dans notre chaîne logistique, au supply chain. Ces gains-là, ils sont aujourd'hui possibles via l'application des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, l'AI, et le machine learning. Par contre, le dilemme qui se pose, c'est où est-ce qu'on applique exactement les technologies? Est-ce que ces nouvelles technologies qui sont assez coûteuses et assez pointues, qui demandent quand même une expertise? Et donc, est-ce qu'on les applique sur notre approvisionnement en intégralité ou on priorise la prévision de la demande pour assurer un retour d'investissement plus rapide? Les études préconisent de concentrer l'investissement sur la prévision de la demande. Pourquoi? Parce que, en fait, la génération d'une commande est un processus relativement markovien. Je m'explique. Ça veut dire que pour calculer la quantité prochaine, la quantité à commander pour la semaine prochaine, pour le jour prochain, je me base sur la donnée au moment actuel. Par exemple, en faisant abstraction du passé, ça veut dire que si hier j'avais un stock Y de 3000, aujourd'hui j'ai un stock 1000, je n'ai besoin que de prendre le stock 1000 d'aujourd'hui. Donc, en fait, la commande, elle est basée sur des données assez limitées, non complexes et non dynamiques, qui sont connues vraiment à l'instant T. À l'inverse de la prévision, de la demande, qui s'appuie fortement sur le volume des données passées pour générer des prévisions précises. Le plus on a de données, le mieux on peut prévoir et prédire le futur de notre demande. Non seulement ça, ces données-là, ils ont un aspect dynamique à capturer dans le calcul de prévision via l'AI et le ML, le machine learning, pour capturer la tendance, pour capturer la saisonnalité, capturer les changements dans notre demande. Donc, clairement et sans discussion, le retour en investissement est plutôt garanti par l'application de l'AI et du machine learning à la qualité de la prévision de la demande et non à tout l'approvisionnement en intégralité. C'est possible, mais c'est à faire peut-être après ou à reporter. Alors, avant qu'on arrive au cœur du sujet, on va y arriver. Ça paraît lent, mais on va y arriver. On va brièvement expliquer. C'est important, Iman, parce qu'on a une audience qui est diversifiée. Ils viennent pas tout le monde vient du même horizon. Donc, c'est important de mettre les basics pour tout le monde avant d'entamer le sujet. Donc, il n'y a pas de souci.
Exactement, c'est pour ça qu'on aimerait au premier expliquer ce que c'est que ces technologies et dans le domaine de la prévision avant qu'on passe à son application et comment on en profite pour améliorer notre prévision, la qualité de notre prévision. Donc, l'AI, on entend de l'intelligence artificielle partout. En fait, c'est des machines capables de simuler l'intelligence humaine. On assume que l'être humain est intelligent, hein. Je donne un exemple, c'est un détaillant de vêtements qui veut utiliser l'AI pour prédire la demande de ses t-shirts d'été. Et là, l'AI, il va lui calculer un modèle qui prend en compte les ventes passées. Il va aussi prendre en compte les tendances de la mode et aussi les caprices de la météo, surtout en Europe. Peut-être au Maroc, c'est plus facile par rapport à la météo, mais pas ici. Euh, L'intelligence artificielle ne se contente pas de prédire, elle apprend. Et c'est ça le machine learning. Je donne un exemple très simple. Si aujourd'hui, on utilise on commande tous online sur des e-commerce, on voit qu'on a des recommandations sur un produit qui pourrait nous intéresser. Et ça, c'est la machine qui a appris notre préférence et nos goûts. Mais la machine peut se tromper. Par contre, la machine peut se tromper, alors que le deep learning, c'est un autre layer dans l'AI, et lui permet d'apprendre de ses erreurs, contrairement à l'être humain, on est d'accord, hein. Et puis, un autre layer encore plus sophistiqué qui vient au-dessous de deep learning, c'est la Gen AI. La Gen AI, c'est le joyau de l'AI qui possède un talent extraordinaire de création. On lui donne un contenu, un grand contenu de big data, et il nous produit un contenu. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans le ChatGPT et le Gemini, par exemple. La Gen AI a été encore plus sophistiquée avec un autre module de RAG, Retrieved Augmented Generation. Ce modèle-là, il prend en compte, il prend en compte des données de sources externes pour apprendre encore mieux et améliorer les modèles de prévision. Encore une fois, je dis, je redis, c'est des technologies assez sophistiquées, assez pointues, assez coûteuses. Mais grâce à l'avènement de l'architecture Mac, ces technologies sont devenues de plus en plus accessibles au grand marché. C'est quoi l'architecture Mac? Comme ça, on est tous alignés. On parle de microservices, API first, cloud native and headless. Microservices, ça veut dire qu'actuellement, les applications qu'on fait, on les développe de façon décomposée en petits services indépendants. Ça nous permet de nous concentrer sur de petits morceaux en développement, en mise à jour et en maintenance. Par exemple, on a un site web, on développe séparément le service qui gère les produits, le service qui gère le paiement et le service qui gère le panier. API First, ça veut dire que ce sont des applications qui communiquent via des interfaçages real-time, soit qui soient des applications internes ou des applications externes. Par exemple, une application de prévision qui communique avec un ERP pour récupérer les données de master data par rapport au produit. Troisièmement, cloud native, comme maintenant ce qu'on voit partout. Donc, c'est des applications qui sont construites dans des plateformes cloud, des plateformes qui sont très élastiques, bien maintenues, comme par exemple Amazon et Google. Et à la fin, c'est des applications headless où le front-end est séparé de back-end. Le back-end, on développe les fonctionnalités et le front-end, on offre des expériences clients, des CX adaptées soit en mobile, soit en web. Enfin, on arrive au cœur du sujet avec Mariam et donc je te laisse Mariam expliquer comment utiliser le ML et le AI pour améliorer la prévision. Merci beaucoup, Iman. Donc, en effet, je pense que l'exercice de vulgarisation, il est complété. On peut passer au cœur du sujet. Là, je vais poser une question, parce que je pense qu'Iman, elle a clarifié qu'il y a un intérêt particulier d'appliquer ces technologies-là pour la partie calcul des prévisions et moins pour la partie passage de commandes. Donc, la question que je pose, c'est quel est l'intérêt d'utiliser finalement la machine learning et l'AI spécifiquement au calcul de prêt? Et pour répondre à cette question, je vais faire appel à vous et vous demander
de prendre vos téléphones et scanner le QR code que vous voyez ici à l'écran ou sinon cliquez sur le lien que je vais vous mettre ici sur le chat. Vous allez ensuite arriver sur une page que je vais, qui ressemble à celle-ci. Les réponses vont s'afficher à fur et à mesure. Ça nous permettra un petit peu d'échanger et voir un petit peu le niveau de maturité de vos connaissances par rapport à cette question-là pour construire la suite de l'histoire. D'accord? Donc, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche là ou sinon, si vous passez par le QR code ici, il marche aussi. Je vais essayer de vous copier le lien sur le chat et ouvrir, ouvrir déjà le questionnaire. Donc, hop, hop, hop. Donc, je le mets sur le chat. Ah. Donc, tu as commencé, Malim, à recevoir des réponses? Non, pas encore. Est-ce que vous pouvez scanner le QR code? Si ça ne marche pas, merci de nous en informer. Ah voilà, ça va s'afficher, je pense, à l'écran dans un instant. Voilà. Ok, très bien. On va voir en live. Donc, on a pour la modélisation des données complexes, oui, en effet, pour gagner du temps et économiser de l'argent, définir, mieux adapter l'offre à la demande. Je vais laisser toutes les questions s'afficher et les lire en une fois. Wow. Bon, ça fait plein d'avis tout ça, hein. Oui, c'est pas mal, hein? Ouais, On est 62 personnes connectées, donc ça fait beaucoup. je vais lire peut-être à fur et à mesure. Better forecasting, détecter les changements et les tendances, réduire les coûts, meilleure gestion et optimisation des stocks, anticiper la demande de certains produits en fonction de la demande des clients, oui. Tenir compte des multiples paramètres, éviter les ruptures, optimiser son BFR, son stock, optimiser le suivi et la gestion des prévisions. Il y a beaucoup de méthodes possibles et c'est difficile de savoir laquelle il faudrait choisir, quel algorithme il faut choisir. En effet, optimiser la gestion d'approvisionnement et prévention des demandes, préciser nos estimations soumises à l'erreur humaine. Mhm. Il y a un commentaire où on dit pour optimiser le routing, et je pense que les prévisions, effectivement, peuvent être utilisées pour optimiser le routing dans un warehouse. Et je pense qu'on a travaillé avec un client sur ce projet. Et aussi au travers de la surface, hein. Ouais. Gagner du temps, économiser de l'argent, ça, ces points-là, on les a vus, c'est ceux qui sont arrivés en premier. Pour prévoir le futur des demandes en se basant sur des données du passé, préciser nos estimations soumises à l'erreur humaine à condition d'avoir suffisamment d'apprentissage sur l'AI, en effet. Donc, je pense on est, Ouais, comme on dit, we are on the same page. ouais, ouais. Ces réponses-là nous parlent et je pense aussi qu'il y a un consensus global par rapport au fait que l'application de l'AI et du ML au calcul de prévision, il conduit en somme à des résultats plus précis.
plus rapide, plus fiable. Par rapport à quoi? Ben, par rapport aux modèles heuristiques et aux modèles statistiques traditionnels qui sont aujourd'hui incapables de répondre aux différents challenges métiers combinés et non exclusifs auxquels les responsables d'approvisionnement, les prévisionnistes, les demand planners, ils font face au quotidien. Ben, de quel challenge parle-t-on exactement pour être dans le concret? Ben, il faut se dire que la tâche de prédire la demande future n'a jamais été une tâche simple, encore moins dans le contexte économique actuel où nous vivons. Nous, en tant que consommateurs, on est aujourd'hui à la recherche de réponses différenciées à nos besoins, de réponses customisées. Et cela a des implications pour les producteurs en termes d'explosion du nombre de SKU, en termes de réduction des tailles de lots, etc. Il y a aussi les produits de nos jours, on remarque qu'il y a ils ont des cycles de vie qui sont de plus en plus, on parle d'obsolescence accélérée, notamment pour les produits qui ont une composante, qui sont à forte composante technologique, mais pas que, il y a ça aussi en fast fashion et dans d'autres secteurs d'activité. Un point qui est revenu, que j'ai lu dans vos réponses, il y a aussi la partie changement climatique. Les 4 saisons, je pense qu'on est tous d'accord, ça n'existe plus. Et si moi je suis un prévisionniste dans une boîte qui vend des glaces ou des climatiseurs, des produits qui sont très saisonniers, je ne peux plus m'appuyer sur un modèle statistique pur que j'appliquerai sur l'historique des ventes des années passées pour prédire la demande future. Pourquoi? Parce que ces modèles statistiques, ils ne peuvent pas anticiper la variation de la demande qui est aujourd'hui induite par des facteurs endogènes et ou exogènes. D'accord? À côté de ça, on est toujours en train de dresser l'image par rapport aux challenges auxquels les personnes qui s'occupent qui se collent à la tâche de prédire le futur rencontrent au quotidien. Donc, je pense que les prévisionnistes, ils sont aussi confrontés à une série de défis opérationnels qui sont inhérents à la gestion et au nettoyage continu de leurs données. Notamment correction des outliers, s'ils ne disposent pas d'un outil qui va les aider à la détection automatique, moi je leur dirais good luck pour faire l'exercice de manière minutieuse et exhaustive, parce que ce n'est pas une tâche qui est facile. Troisième point, qui je pense est un point noir et qui est aussi revenu dans vos éléments de réponse, c'est que les prévisionnistes ils sont amenés à prendre une décision quant au modèle statistique à mobiliser dans leurs calculs. Personnellement, je pense qu'une compréhension approfondie des concepts statistiques ou au moins un solide bagage mathématique qui sont nécessaires pour prendre cette décision de manière qui est, je dirais, éclairée. Et si on n'a pas ce bagage, on va se tourner vers des méthodes simples ou classiques comme la moyenne mobile. Je n'ai rien contre la moyenne mobile, mais je l'utilise pour l'illustration, plutôt que d'utiliser des modèles statistiques avancés qui pourraient mieux répondre aux besoins spécifiques de nos prévisions. D'accord? La bonne nouvelle, c'est que cette complexité qui est structurelle, elle sera également levée du pipeline de nos chers prévisionnistes quand l'IA et le ML, ils sont dans la boucle. D'accord? Tout ça fait un pactole de tas de promesses. La théorie, c'est bien, c'est important, mais elle gagne en crédibilité lorsqu'elle est mise en pratique sur le terrain. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Et pour étayer en fait nos dires, je vais m'appuyer ici, je me suis appuyée ici sur les résultats du Demand Forecasting Competition. C'est des compétitions qui sont organisées par Kaggle. Kaggle, c'est la plus grande communauté en AI et en ML. Et dans ces compétitions annuelles, ces compétitions, les participants, ils sont chargés de prédire la demande en utilisant des algorithmes qu'ils développent et qui sont ensuite évalués entre eux selon des critères qui sont stricts. Alors, le message clé à retenir ici, c'est que depuis 2018, les résultats de ces compétitions ils démontrent que les modèles qui gagnent et aussi les modèles qui sont les mieux classés, ils étaient systématiquement
des modèles basés sur des méthodes d'apprentissage automatique. Et dans chaque édition, les modèles qui utilisent des approches ML pures, elles étaient nettement plus performantes en termes de résultats par rapport à tous les benchmarks statistiques et à leurs combinaisons. D'accord? Donc, ça, c'est un message fort qui vient du terrain et qui nous dit bah, les modèles statistiques les modèles qui sont alimentés par l'AI et par la machine learning sont bien plus performants que les modèles statistiques classiques. Je vous ai mis en fait ici pour information les références de quelques éditions des compétitions de 2018, 2020, 2021 parce que voilà, c'était en collaboration avec des enseignes qui sont connues. Il y avait aussi une compétition qui était organisée par Blue Yonder, toujours avec Kaggle, et qui a été clôturée avant-hier, le mardi. Ils n'ont malheureusement pas encore publié les résultats, autrement je les aurais utilisés aussi dans notre présentation. Mais je parie avec vous que ça sera encore, les algorithmes qui vont gagner, ça sera encore des algorithmes qui sont alimentés et qui contiennent la logique du ML pur. Je pense que c'est plus ou moins prévisible. On va suivre ça de près le prochain jour. D'accord? Donc ici, je pense qu'on parle depuis tout à l'heure de modèles. On l'a cité dans les challenges qu'il faut choisir. On a parlé de l'intérêt d'aller vers des modèles qui sont alimentés par l'IA et le machine learning. Et là, je vais me tourner encore une fois vers vous pour poser une question pour les praticiens d'entre vous. Quels sont les modèles statistiques que vous mobilisez aujourd'hui dans le calcul de vos prévisions? Donc, même exercice, vous pouvez scanner le QR code. Moi, pour faciliter un petit peu la lecture de vos réponses, j'ai mis une liste qui n'est pas exhaustive, bien entendu, avec un certain nombre de modèles. La liste, elle est assez longue. Il y a quand même 25 modèles dans cette liste-là. Et j'aimerais bien savoir ceux qui sont les plus utilisés de nos jours. Donc, je vous laisse le temps de réponse avant de briefer là-dessus. Vous avez la possibilité aussi de sélectionner plusieurs modèles, donc n'hésitez pas. Comme vous avez dû remarquer, plus on descend dans la liste déroulante, plus on retrouve des algorithmes qui sont plus sophistiqués. Donc, ce n'est pas étonnant que la plupart des réponses sont concentrées plus en haut de la liste. Mhm. Rien, déjà que ça.
représente en termes de points. Ouais. Donc, on voit bien ce qui ressort un petit peu euh, du lot et on a la moyenne simple, on a le lissage exponentiel, on a la moyenne mobile pondérée. On a aussi ARIMA qui est utilisé. Après, pour les autres, ils sont, la concentration des réponses était plus dans ces quatre réponses-là plutôt que le reste. Mais voilà, ça continue à changer. Donc là, il y a plus de personnes connectées. Tout à l'heure, il y avait 24. Maintenant, il y a 40 personnes qui sont connectées dessus. Donc, je vous laisse le temps un petit peu de choisir les réponses qui reflètent mieux votre situation. OK. Je viens de voir le timing, donc on va Ouais, je accélérer un pense, petit peu ouais, je pour, pense déjà assez clairement que ça va. Hein. Mm. oui, bah, c'est la même conclusion. Et ça ne m'étonne pas. Il y a un certain nombre d'algorithmes qui, on était sûr qu'ils allaient revenir plus que d'autres. Et donc, ça permet en fait de refléter le dilemme auquel les personnes qui sont chargées de faire des prévisions, de choisir un modèle et se poser la question, lequel est le mieux adapté, lequel je devrais choisir, est-ce que je choisis le même pour tout mon assortiment, est-ce que je traite tous mes produits de la même manière? Et ça, c'est un vrai casse-tête. Alors, breaking news, et si on vous dit que vous n'êtes pas supposé choisir un modèle. Je m'explique. Euh, Optimiser la précision des prévisions nécessite une approche qui est différente. Donc, au lieu de miser sur un seul et unique modèle, je dirais l'excellence, elle se trouve dans la fusion avisée de plusieurs modèles distinctifs. Et les recherches académiques actuelles récentes, elles soutiennent cette approche comme étant indispensable pour atteindre les meilleurs résultats en termes de précision des prévisions. D'accord? Je vous laisse avec Luc qui va vous expliquer plus en détail ce point-là. Et je coupe mon micro. Ouais, merci Myriam. Mais oui, et c'est là justement que la partie machine learning va commencer à prendre tout son sens. Parce qu'effectivement, comme Myriam le disait, il y a pas mal d'évidences académiques que le choix d'un modèle n'est jamais la meilleure solution. Parce qu'aucun modèle, en fait, n'est pertinent dans chaque situation et dans chaque contexte. Par contre, euh, la logique voudrait que certains modèles étant meilleurs, par exemple, à réagir très vite, type ARIMA, euh, ou les réseaux neuronaux, type LTSM, etc. Et d'autres modèles sont par contre beaucoup plus adaptés à la détection de tendances comme Halt Winter Seasonal, etc. En fait, l'idée est de dire, mais en fait, est-ce qu'il y a moyen de combiner les forces de chacun et de limiter leurs faiblesses par les forces d'autres modèles? Ça, c'est évidemment ce que tout le monde essaierait de faire. De manière purement empirique, ce qu'on a aussi observé, c'est que lorsqu'on combine plusieurs modèles, on arrive à réduire le besoin en stock et améliorer le taux de service. Et ça, c'est évidemment relativement important à avoir ça en tête. C'est que d'une part, il y a une évidence académique, il y a la logique pure qui montre que, bah oui, effectivement, si on arrive à compenser comme dans une équipe de foot, hein, les capacités défensives d'un attaquant, elles sont compensées par les capacités défensives d'un défenseur et inversement. Euh, et ça s'observe empiriquement. Là où l'intelligence artificielle et plus spécifiquement le machine learning devient très intéressant dans ce sujet-là, c'est qu'il y a une multitude de modèles. Là, on vous en a montré quelques-uns. Il y en a, j'allais dire, des nouveaux presque tous les jours. En tous les cas, il y a des variantes de chacun de ces modèles qui sortent très fréquemment ou qui sont fine-tunés.
Et qui dit multiples modèles dit multiples données à traiter et à combiner. Et c'est là, évidemment, où les techniques d'intelligence artificielle font tout leur sens, parce qu'elles sont capables de détecter des corrélations assez complexes et pas évidentes à première vue entre les différents modèles. Et il permet, en revoyant et en apprenant de manière continue, il permet d'améliorer la performance des prévisions. Donc, en gros, ce que ces modèles font, on peut peut-être passer au slide suivant, c'est qu'ils apprennent à combiner les résultats de différents modèles, hein, donc on appelle ça en jargon les méthodes de ensemble learning, euh, pour définir le meilleur forecast. Ça, c'est évidemment où on en est quand on réfléchit de manière purement scientifique, entre guillemets. Là, il y a encore une couche à rajouter en plus, c'est le côté bon sens métier. C'est-à-dire qu'en fait, le scientifique pur, il va faire tout ce qu'il peut pour diminuer l'erreur. Par contre, il sait aussi que l'erreur, il y en aura toujours une. Et c'est là qu'en fait, le bon sens métier dit, mais en fait, s'il y a toujours une erreur, si ma fonction de coût, en fait, a tendance en moyenne à surestimer ou à sous-estimer, et si je peux influencer ça, et c'est possible aujourd'hui, en influençant les fonctions de coût de ces méthodes de ensemble learning, je vais pouvoir dire, bah tiens, en moyenne, ton erreur, elle va être biaisée vers de l'optimisme si ce sont des articles qui tournent très vite, ou des articles avec lesquels je prends un grand risque, ou des articles sur lesquels j'ai une forte marge. À l'opposé, des articles qui ne tournent pas du tout, bah, je préfère a priori me tromper de manière un peu pessimiste et avoir prévu un peu moins que ce qu'il faut vraiment en réalité. Et ça, évidemment, ça amène vraiment le sens métier à cette faculté d'apprendre que les modèles d'ensemble learning peuvent avoir par-dessus tous les autres modèles qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Merci Luc. Et la Gen AI dans tout ça, avec son soleil et le RAG, je vais essayer d'être rapide, comme ça on a un peu de temps pour vos questions. Euh, les business, pour continuer à exister, ils innovent. Donc, ils font toujours des introductions de nouveaux produits. Ce cas particulièrement est un cas complexe pour les prévisions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de données de vente historiques passées. Donc, le Gen AI et le RAG, ce qu'ils apportent, ce qu'ils rajoutent comme données, c'est que ils peuvent nous créer des modèles sur la base des données qu'on leur connecte. Par exemple, on a pris le cas un cas concret d'un client qui voulait lancer un nouveau produit, un produit de fitness, et donc il avait besoin de s'assurer qu'il n'y aura pas de rupture de lancement et non plus pas de surproduction. Donc, ce qu'on a fait, on a connecté, on a paramétré ce produit euh, à des données d'historique de produits similaires. On a rajouté des données de campagne marketing prévues, comme la présence à des foires et des promotions. On lui a donné des données de produits concurrents, des tendances de marché et des études de préférence de consommateurs. Ce sont quand même de grandes données. Ce qu'il a fait, il les a tournées et il a créé un modèle qui est assez réaliste par rapport à ce qui s'est passé dans la réalité. En plus de ça, il l'a aussi alimenté avec des sources de données externes comme la réglementation de la santé pour encore améliorer et s'adapter à la conjoncture externe. Qu'est-ce qu'on a gagné avec l'application de Gen AI et RAG dans ce cas-là, particulièrement l'introduction de nouveaux produits? On a gagné en amélioration de la précision de la prévision. On a diminué le gaspillage, bien évidemment, et on a euh, évité les ruptures. Et aussi, on a pu faire des scénarios de what if analysis où on dit, OK, si j'augmente le prix, qu'est-ce que je vais vendre? Si je réduis le prix, qu'est-ce que je vais vendre? Ce sont juste des exemples de what if analysis qu'on peut utiliser à l'aide de l'AI et du RAG Technologies.
Et c'est toutes des questions pragmatiques que les entreprises se posent à chaque fois qu'ils veulent faire une nouvelle introduction sur le marché, où ils ont la difficulté de savoir comment le marché va réagir. Donc, et quand ils ont un produit similaire, ils peuvent s'appuyer un petit peu sur les données historiques quand ils ont un substitut. Mais quand c'est vraiment une nouvelle, une vraie introduction sur le marché, comme ici un fitness tracker, ils ont jamais, je sais que pour ce client-là, ils n'avaient jamais vendu ce produit dans le passé. Bah forcément, l'utilisation du GenAI et du RAG, ils avaient un impact très positif dans la bonne gestion de ce lancement. Effectivement, ça fait la différence pour son stock. Et le dernier point pour finir le sujet par rapport à l'AI et le machine learning, c'est comment on peut les utiliser pour gérer notre pipeline de données. N'oublions pas qu'on parle de big data qui sont utilisés pour pour générer des prévisions. L'AI et les prévisions particulièrement, ils dépendent forcément de l'input. C'est un output en fait qui dépend de l'input. Et donc la qualité de l'output est liée à la qualité de l'input. D'où il est nécessaire de travailler la qualité des historiques. Les données historiques ont toujours des valeurs aberrantes, des valeurs manquantes, des exceptions. Comment peut-on les nettoyer sans créer une charge de travail très très lourde? Le processus de l'AI commence et aide avec ça en commençant par la détection des valeurs aberrantes et manquantes via des méthodes de clustering et statistiques. Donc il va détecter, j'ai vendu 3000, normalement je vends que 1000 ou je produis que 1000. Ça c'est une valeur qui sort de l'ordinaire. Après, ce qu'il va faire, il va calculer des valeurs corrigées en utilisant des méthodes de régression, en interpolation, en estimant c'est quoi la bonne quantité que normalement j'aurais dû produire ou vendu. Et puis, et là où il fait le plus de la différence, il vient faire le job d'un prévisionniste, il vérifie et valide en automatique ces corrections-là. Et ainsi, en faisant ça, on gagne énormément en productivité. C'est une tâche qui est déléguée à l'AI et on n'a pas à le faire par l'être humain. Donc, on peut explorer ce temps libre pour faire des tâches de valeur ajoutée, plus importantes. Aussi, on gagne en précision de prévision parce que le calcul qu'il fait, il est beaucoup plus précis, il a une qualité meilleure. Et encore plus, on gagne en évolutivité. Ça veut dire qu'on continue à faire de la correction, on apprend de nos corrections et on améliore notre input et donc on améliore notre output qui est la prévision. Avec ça, je pense qu'on arrive à la fin de la présentation. Je te laisse, Maline, parce qu'il y a encore quelques points à présenter. Oui, Maline. Mute. Mylène, ton micro est désactivé. On a Ton perdu. micro. Voilà, désolée. Donc, je disais, merci beaucoup, Iman. Je voulais juste noter qu'on reçoit bien les questions qui sont posées par les participants. On va toutes les adresser à la fin. On va prendre encore juste 5 minutes pour parler de notre réponse à cette question. Donc, je pense sur la partie théorie, Iman et Luc, ils ont bien couvert la question principale du webinaire, comment tirer parti de la data science et du machine learning pour améliorer mes prévisions. J'aimerais bien prendre le dernier créneau pour vous présenter la réponse d'Axialize à cette question à travers une solution qui est le fruit d'une collaboration étroite entre nos équipes Axialize Maroc pour le volet technique et Axialize Belgique et Allemagne pour le côté métier. Donc, il s'agit ici de la solution Fast for You, qui est, comme j'avais dit précédemment, une solution audacieuse, innovante, accessible. Alors, qu'est-ce que c'est que le Fast for You? Je vous la présente en un slide, pour ne pas s'attarder. Fast for You, c'est déjà une solution qui est plug and play. Elle ne nécessite pas d'investissement dans une infrastructure physique ni l'achat de licences. C'est une solution qui est cloud-based, en mode microservice, d'où d'ailleurs son nom FAS qui tient de Forecast as a Service. Vous payez une fraction de centimes d'euros ou de dirhams par calcul de prévision par produit. D'accord? Donc, c'est aussi une solution qui vient s'imbriquer dans votre architecture existante sans la remplacer.
C'est-à-dire, si vous utilisez un ERP avec un module d'approvisionnement, vous pouvez, à travers les connecteurs API et de l'interfaçage, avoir les prévisions calculées par notre moteur directement injectées dans votre module. D'accord? Et, si vous n'avez pas de ERP, vous travaillez avec une solution de type Excel-based, vous pouvez tout de même avoir les résultats de calcul sur un dossier local dans votre base de données. Donc, ça, c'est par rapport aux éléments différenciants de notre service d'un point de vue infra. D'un point de vue capabilities de la solution, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle englobe tout ce qu'on vient de vous expliquer dans le webinaire en termes de capitalisation sur la puissance de l'intelligence artificielle et du machine learning, incluant la détection automatique des anomalies, des saisonnalités, des tendances, des interdépendances. Le moteur, il a une capacité à prendre en compte un grand nombre de facteurs externes. Aussi, la solution a la capacité de combiner multiples modèles statistiques avec une possibilité de différenciation des stratégies des prévisions. C'est-à-dire, au lieu de pointer vers un seul modèle et traiter tous les articles de la même manière, pardon, indépendamment de leur importance ou de leur taux de rotation, ben, il y a moyen de mettre en place une stratégie de différenciation des calculs de prévision. Euh, et puis, en gros, il n'y a plus besoin de choisir un modèle. Les responsables d'approvisionnement, ils sont libérés, ils ont du temps qui est libéré pour optimiser les résultats du processus de commande. D'accord? La qualité des prévisions, elle est substantiellement meilleure que celle qu'on obtient avec les méthodes de calcul traditionnelles, vu que c'est alimenté par l'AI. Et puis, à fur et à mesure que vous l'utilisez, les résultats ils s'améliorent à travers la couche de machine learning. Et puis, dans les grandes lignes, la précision de vos prévisions, elle augmente. Donc voilà, j'ai fait le wrap-up en un temps record, en 3 minutes, pour qu'on puisse respecter le timing. Il reste un tout dernier slide qui sera le wrap-up de toute notre discussion. Je te laisse peut-être, Luc, le présenter. Ouais, je vais le faire très très vite, comme ça on aura un peu de temps pour les questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui arrivaient déjà. Mais c'est plus en forme de conseil en disant, là aujourd'hui, je pense que si vous êtes dans l'industrie du service ou dans l'industrie directement, je pense qu'il faut profiter vraiment du changement de paradigme, tant d'un point de vue arrivé de l'intelligence artificielle et le data science au sens large, que de ce que permet les approches d'architecture type MAR. Qui permettent de vraiment résoudre ce genre de problème sans devoir chambouler l'entièreté de l'écosystème de l'entreprise. Et j'ai vu qu'il y avait quelques directeurs financiers qui étaient parmi nous aujourd'hui. Je pense qu'eux auront une oreille attentive. Alors c'est évident, je pense, pour pas mal de monde qu'aujourd'hui, les stocks, on doit les piloter de manière scientifique. Et pour pouvoir faire ça, il faut vraiment améliorer ses capacités de prévision de la demande. La bonne nouvelle, c'est que le machine learning et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ont commencé à montrer vraiment toute leur valeur ajoutée dans ce domaine spécifique de la prévision de la demande. Le point, s'il n'y en avait que un ou deux à garder, c'est ne pensez pas que vous trouverez le modèle parfait. Il n'existe pas. Le modèle parfait, c'est une combinaison de modèles. Donc, il faut voir ça comme un modèle de prévision en deux couches. Une couche qui va faire tourner un certain nombre de modèles avec leurs forces et leurs faiblesses, comme je le disais, mais combinez-les pour obtenir le meilleur résultat possible. Et si c'est possible, dans cette logique d'apprentissage au fil du temps, essayez d'y introduire, et c'est ce que nous on a fait, essayez d'y introduire un petit peu de bon sens business qui est de dire, bah, OK, si c'est un fast mover, si c'est un slow mover, je vais modifier ma stratégie d'apprentissage. Et puis finalement, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas sous-estimer ce que l'AI peut apporter dans la gestion du pipeline. On sait que euh, rien que la collecte des données ou le nettoyage des données pose des problèmes majeurs à pas mal d'entreprises. Et là, il y a des techniques émergentes
comme celles qui ont été présentées tout à l'heure, qui nous permettent de vraiment, vraiment améliorer la qualité et l'efficacité du process. Et pour ce qui est des introductions de nouveaux produits, euh, les techniques qui sont un peu plus ouvertes et qui utilisent, et on y reviendra tout à l'heure avec une des questions que j'ai vu passer, et qui utilisent des indicateurs externes, permettent justement de reconstruire un pseudo-historique qui nous permettra de prévoir l'avenir, même pour des nouveaux produits. Voilà, c'était en deux mots. Je propose peut-être qu'on passe aux questions et qu'on essaie d'y répondre. Oui. Il y a une question Luc, je ne sais pas si tu veux la prioriser, qui est toujours, qui parle par rapport, qui demande par rapport à l'apprentissage non supervisé et supervisé pour améliorer la précision des modèles Mhm. prédictifs. Peut-être c'est toujours dans le même contexte, si tu as une réponse. Ouais, D'accord. ouais, 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 bien sûr. Bon, alors, ici, quand on parle de forecasting, en fait, au sens strict du terme, on est dans de l'apprentissage non supervisé, sauf que quelques instants plus tard, il est auto-supervisé. Puisqu'en fait, il suffit d'attendre que la période de prévision soit passée pour savoir si on a bien prévu ou pas, hein. Donc, on n'est pas vraiment au sens propre dans du pure reinforcement learning, mais ce sont des algorithmes qui permettent quand même d'apprendre de leurs erreurs. D'accord? Et là où ça peut, si, je pense que la question était de dire ben, où est-ce que ça peut vraiment amener de la valeur. Alors ça le fait dans certains modèles, mais le but ici, comme je pense que vous l'avez compris, il n'est pas de dire prenez ce modèle-là ou celui-là. Il y a des modèles comme LTSM qui sont des réseaux neuronaux récurrents qui sont essentiellement non supervisés et apprennent très bien, ça c'est certain. Mais là où on a vraiment de la valeur, c'est justement dans l'apprentissage en pseudo-reinforcement learning de comment combiner plusieurs modèles pour avoir un vrai résultat. Et ça donne des excellents résultats. J'espère que ça répond un peu à la question. Alors, on enchaîne avec la suite des questions. Pour la Merci. question, on a, pourriez-vous nous en dire plus sur le modèle commercial de votre microservice? Voilà, je vais laisser Myriam s'exprimer. Micro coupé, Mariam. Euh, je regarde juste dans mon back pocket si j'ai des slides pour bien illustrer la réponse à cette question. Je pense que oui, 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 oui. Donc déjà, peut-être quelques mots sur comment la solution, elle marche. Comme j'ai dit précédemment, euh, c'est un service on demand. Vous choisissez les articles pour lesquels vous souhaitez demander le calcul d'une prévision. Vous décidez est-ce que vous voulez une prévision à la semaine, au jour, au mois. Et puis, vous devez nous fournir un historique de ces prévisions passées qu'on va nous injecter dans notre interface. Vous pouvez les injecter vous-même directement sur notre site fastforyou.com. Ces historiques-là, ils vont être moulinés et vous aurez accès à une interface. Je réponds comme ça indirectement à une deuxième question que j'ai vue dans la liste parce qu'il posait la question est-ce que c'est uniquement des données, des chiffres qui arrivent injectés dans un ERP ou dans un dossier dans notre base de données? Ben non, il est possible de visualiser en fait graphiquement les résultats, voire même simuler si on vous souhaitez changer au lieu d'appliquer en fait un modèle qui utilise une combinaison pondérée des différents modèles, de modifier et voir comment les prévisions auraient été calculées si j'aurais utilisé tel modèle. D'accord? Donc ça, c'est d'une part. Euh, le modèle commercial, ça, donc vous passez d'abord par une demande de devis pourrait se faire directement sur notre interface. Et pour la partie pricing, Luc, ici,
Je sais qu'il y a quatre niveaux de pricing qui sont proposés Ouais, aujourd'hui sur le marché. ouais, tout à fait. C'est assez classique, hein. Mais je pense que le vrai point par rapport au modèle commercial, c'est que c'est un pay as you go, c'est-à-dire qu'on paye par forecast. Et on va même au bout de notre philosophie où on dit que les toutes petites entreprises devraient avoir accès à ce genre de technologie. Et jusqu'à un nombre limité, on offre ça à ces entreprises en espérant que ça contribuera à leur croissance et qu'ils deviendront un jour des clients payants. Après, en fonction des besoins des entreprises et de la sophistication du besoin, il y a plusieurs niveaux de standards à corporate ou enterprise qui, en fait, sont liés à la valeur créée, en fait. D'accord. Donc, comme Myriam le disait tout à l'heure, on charge quelques centimes par prévision, euh, mais le modèle est assez agile et permet de s'adapter à un prix très, très bon marché pour les gens qui font beaucoup, beaucoup de prévisions avec beaucoup d'articles, mais qui, du coup, vont générer beaucoup de valeur et un prix beaucoup plus acceptable pour ceux qui ont assez peu de produits et qui eux vont évidemment générer plus peut-être de valeur par article ou par forecast. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, on sera heureux de partager ça avec vous par rapport à vos besoins spécifiques et on pourra faire une simulation du coût vraiment par forecast. Merci D'accord, beaucoup. alors on a une autre question. Est-ce que votre solution est adaptée pour des entreprises drivées par des objectifs de vente, stratégie push to market, plutôt que la demande du marché pool? Ouais. Oui, en fait, on a déjà un certain nombre d'expériences par rapport à ça. Et lorsqu'on est en top-down, on peut tout à fait mettre en œuvre certains algorithmes. Alors, ça limite évidemment le nombre de modèles qu'on peut, qu'on peut utiliser dans cette première couche dont je parlais tout à l'heure, mais certains modèles sont tout à fait adaptés à l'utilisation de données exogènes qui souvent sont quand même très utiles dans le cas d'une approche top-down plutôt que bottom-up des forecasts. Alors nous avons Merci. également reçu une question par mail rapidement. Alors, dans combien de temps l'intelligence artificielle pourrait-elle s'installer de manière large dans la pratique de la SC dans notre région et dans combien de temps serait-elle en mesure de remplacer le demand planner de notre région? Alors, dans combien de temps c'est déjà en cours, hein. Nous, on a déjà quelques prospects au Maroc, des entreprises qui sont intéressées, avec qui on développe ce qu'on appelle proof of concept de notre solution. Notre solution, elle est déjà en fait en marche chez d'autres clients en Europe depuis quelques temps. Par contre, sur la partie remplacer le demand planner, ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Il n'y a rien qui peut remplacer l'intelligence humaine. Typiquement, il n'y a qu'à voir les événements endogènes et exogènes qu'on a quand on gère un portfolio de produits dans n'importe quelle industrie. Rien ne peut remplacer la connaissance métier que le demand planner il a. Donc, Par contre, allez-y. c'est un outil qui est intelligent, certes, mais pas plus intelligent que l'être humain. Par contre, moi, je pense, en rajoutant ce que Mariam disait, c'est que on va libérer du temps à l'expertise des gens pour créer de la valeur ailleurs et autrement. Donc, l'outil va venir pour rajouter de la compétence et non pas éliminer, bien évidemment, les gens. Ouais, je pense que c'est un vrai tout bon point, hein, parce que très honnêtement, si on regarde dans le panel de nos clients ou d'entreprises avec lesquelles on est en contact, les demand planners passent quand même leur temps à faire des données très, très répétitives et à assez faible valeur ajoutée au regard de ce que l'intelligence artificielle peut faire. Par contre, ils ont tous les moyens d'ajouter de la valeur à un travail pré-mâché, tel que le machine learning et l'artificial intelligence peuvent apporter. Et je pense qu'il ne faut pas être inquiet de la possibilité pour l'être humain de continuer à ajouter de la valeur. Et ça me fait penser à une anecdote d'un client qui était le CEO d'une chaîne de retail, de magasins de bricolage, et qui, avant ça, se trouvait être directeur de la base de Kourou, en Guyane, hein, là où on lance la fusée Ariane.
Et quelqu'un lui avait posé la question de dire, mais ça doit vous changer de venir de la science de l'espace et puis maintenant tomber dans le retail en disant c'est quand même un moins grand challenge. Et sa réponse a été, bah, détrompez-vous. En fait, je me suis rendu compte maintenant que le cerveau humain, il va toujours aller aux limites de la valeur qu'il peut créer et que la complexité va juste se déplacer, donc la valeur ajoutée va rester. D'accord, merci. Alors, une autre question. D'après votre expérience, quelle est la combinaison parfaite des algos ML pour la prévision de stock? Mais ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas une. Il y en a une, Non. chaque article et elle évolue. C'est pourquoi on vous recommande fortement de faire comme on le fait nous, c'est de rajouter une deuxième couche par-dessus qui va apprendre à comment combiner les différents algorithmes de manière optimum pour chaque article, dans chaque contexte, à chaque moment de, de, de la vie du produit, par exemple. Et ce qui est valide aujourd'hui pour un produit en termes de combinaison des différents modèles n'est pas forcément valide d'ici 2 mois ou 3 mois. Donc, au lieu de, quand on a un assortiment de 5, 10 produits, c'est encore gérable à la main. Mais quand on a un assortiment plus large, ça devient très complexe. Et c'est là où on pourrait s'appuyer sur ces technologies-là pour nous aider justement à établir la meilleure combinaison et l'adapter au fil du temps en fonction de l'avancement et la maturité du marché. Oui. D'accord, merci. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous souhaitons remercier nos experts de Axialize pour l'intervention très riche en informations. Je tiens à vous informer que vous avez la possibilité de revisionner le webinaire sur la chaîne YouTube de la Chambre allemande. Nous allons vous partager par la suite le lien des publications avec les contacts de nos experts aussi si vous souhaitez leur poser des éventuelles questions par la suite. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci à nos experts pour leur contribution et à très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci à Merci. tous, À à tous. bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger les connaissances ou si vous avez une question plus précise, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Abla. Merci, Et bonne Abla. journée à À très tous. bientôt. Très bonne Au journée. revoir.